Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio 51 de Radio France Internationale et bonjour à Julien Clémenceau. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Julien Clémenceau de Jeune Afrique avec RFI, ensemble pour un nouveau grand invité de l'économie chaque mois à notre micro et devant nos caméras. Une personnalité au cœur de l'actualité économique sur le continent. Aujourd'hui, un dirigeant disrupteur. Un disrupteur en électricité, c'est un système qui permet d'activer un circuit. En économie, c'est quelqu'un qui déclenche, qui innove, qui défriche de nouveaux territoires, un agitateur d'idées. Est-ce que ça vous convient, Mamadou Kouidjim Touré? Bonjour. Bonjour. Merci pour cette invitation dans cette émission. Et je pense que la description est tout à fait appropriée. En l'occurrence, pour une Afrique qui a besoin de disruption pour pouvoir émerger de manière durable. On va y revenir largement. Mamadou Kouidjim Touré, beaucoup de gens vont vous découvrir. Aujourd'hui, votre métier, c'est la finance et la technologie. Vous êtes à la tête d'une société qui s'intitule The Ubuntu Tribe, la tribu Ubuntu en français. C'est une plateforme de crypto-monnaie installée à Dubaï. Globalement, vous proposez des services aux investisseurs, notamment en Afrique. Vous, le Globetrotter, allez tout nous expliquer. Mais d'abord, avec Julien Clémenceau, votre parcours personnel et professionnel. Oui, Mamadou Kouidjim Touré, vous êtes un financier, mais pas de ceux qui regardent en premier lieu la rentabilité immédiate de leurs affaires. Ce qui vous intéresse, c'est avant tout l'impact des projets que vous menez. Si aujourd'hui, vous vivez principalement à Dubaï, c'est à Douala, au Cameroun, que vous êtes né il y a 47 ans. À l'âge de 12 ans, vous rejoignez vos parents installés en région parisienne. Votre père est musicien, votre mère entrepreneur. Et votre parcours eût sans doute été très différent si votre directeur de collège n'avait pas remarqué vos capacités et ne vous avait pas envoyé au lycée Louis-le-Grand, l'un des plus prestigieux de France. Votre diplôme de l'EDEC en poche, une des grandes écoles de commerce françaises, vous débutez dans l'audit au sein de KPMG, puis dans la banque chez Fortis et quelques années plus tard à la SFI, filiale de la Banque mondiale pour le secteur privé. Vous auriez pu y faire carrière à la SFI ? J'aurais pu, oui. Il y avait tous les éléments étaient rassemblés pour que effectivement je puisse aller le plus loin possible dans l'institution, mais j'ai préféré voguer vers d'autres horizons pour pouvoir étendre mon impact qui correspondait plus à certaines valeurs que j'avais. La SFI, c'est pas assez dynamique, c'est pas assez innovant ? La SFI, c'est une institution qui a de très belles intentions, qui a réalisé de grandes choses sur le continent, mais qui est aussi assez conservatrice par bien des égards. Et dans un contexte où l'Afrique avait besoin d'innovation, de spontanéité, c'était pas forcément un environnement où je me voyais m'épanouir à long terme. Alors c'était à cette époque que vous vous impliquez dans un certain nombre de projets africains parmi les plus innovants et les plus impactants des 20 dernières années, en accompagnant le milliardaire nigérian Aliko Dangote dans le financement de sa première cimenterie, ça c'était pendant la période de la banque, vous étiez banquier, ou encore en investissant dans le premier service de mobile money en Afrique du Sud, avant même que M-Pesa devienne une success story au Kenya. Dans le même temps, Mamadou Touré, vous vous consacrez à des œuvres collectives, comme la création en 2010 du think tank Africa 2.0. Et c'est à cette période aussi que vous croisez la route de Nelson Mandela, de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo ou encore d'Oulimata Sarr, qui est actuellement ministre de l'économie du Sénégal. En 2014, Forbes vous classe parmi les Africains les plus puissants. En 2018, c'est le Forum économique mondial qui vous intègre à sa liste des Young Global Leaders. Et cette année, un site spécialisé vous cite parmi les personnalités les plus influentes du secteur de la blockchain. Oui, c'est une reconnaissance que vous recherchez. Ça vous fait plaisir sans doute, mais est-ce que vous allez vers ça ? Je ne travaille pas pour la reconnaissance, je travaille pour l'impact, comme M. Clémenceau l'a mentionné. Maintenant, si le public et les experts de l'industrie reconnaissent dans mon travail un impact qui fait de moi quelqu'un d'influent ou de précurseur
c'est une reconnaissance que je prendrai avec plaisir. C'est toujours bon à prendre, mais ce n'est pas le premier objectif de mes activités. Donc désormais, le financier s'est doublé d'un entrepreneur. Depuis 3 ans environ, vous avez délaissé les modèles traditionnels pour lancer l'émission de certificats numériques de détention d'or, des certificats basés sur la blockchain de l'Ethereum. Vous allez nous expliquer tout ça dans quelques minutes. Votre ambition, c'est de faire que demain, les États puissent se financer grâce à des certificats basés sur le potentiel géologique de leur sous-sol. Et ça, forcément, ça peut intéresser de nombreux pays sur le continent africain. Et cette société s'appelle donc Ubuntu. Pourquoi Ubuntu, en quelques mots? Alors, Ubuntu, c'est un mot qu'on retrouve en fait dans dans l'ensemble du continent. Donc, ça veut dire, on le voit en Afrique australe, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Ça veut dire on dit je suis parce que nous sommes, mais on retrouve aussi au Kinyarwanda où on dit Umubuntu, qui sont les hommes et les femmes. On reçoit aussi en Lingala avec Abatu, et qui a donné lieu au Bantu, mais on le voit aussi en Swahili, qui sont Hutu. Et en fait, l'essence du mot Ubuntu, c'est humanité. Donc, Ubuntu Tribe, c'est la tribu humaine. Donc, et l'intérêt justement de choisir un mot avec cette puissance, qui est d'un des plus anciens mots, en fait, qui est connu sur le continent, comme je vous dis, a donné lieu au mot Bantu, qui renvoie en fait à rechercher le meilleur de l'humain dans ce que nous faisons pour créer justement une prospérité partagée et une société éveillée. Et une vision panafricaine. Et une vision panafricaine, bien sûr. Dont on parlera. Des ambitions, de l'audace et donc forcément des murs à faire tomber. Mamadou Kouidjim Touré est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Entretien à visionner sur nos chaînes YouTube, à lire dans les colonnes de Jeune Afrique, à partager et à commenter également sur notre page Facebook RFI Éco. Bonne émission à toutes et à tous. Mamadou Touré, une première question, d'abord une question d'actualité aux spécialistes de la tech que vous êtes. Que pensez-vous de ChatGPT qui fait tant parler de lui, ce robot conversationnel qui est capable de produire des discours, de répondre à des questions en analysant énormément d'informations, des textes parfois impressionnants, certes, mais ChatGPT n'est qu'un robot et ne comprend pas grand-chose. Google et Microsoft ont aussi envie de s'impliquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je pense que ChatGPT, c'est une révolution que l'on attendait, qui est en train d'arriver. J'ai fait justement un programme à MIT il y a 3 ans, spécialisé sur l'intelligence artificielle, parce que je savais déjà un peu où le monde allait dans ce contexte-là. Et effectivement, quand on regarde ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, c'est impressionnant. Mais l'enjeu de ChatGPT, il va bien au-delà de ce que ça peut faire, parce que je pense qu'on est à la version 1 et la version 4 sera encore beaucoup plus révolutionnaire. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond dedans. Oui, certes, pour l'Afrique et pour les Africains notamment, c'est un grand bond en avant en termes d'accès à de l'information et à de l'information traitée, qualifiée, qui permet effectivement de créer une sorte de mise à niveau pour ceux qui auront l'opportunité d'utiliser. Mais le vrai enjeu, c'est la guerre de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si les gens réalisent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comment ça marche? Donc l'intelligence artificielle s'appuie sur deux principes fondamentaux. Les données, les data donc, et aussi la capacité computationnelle, donc qui est le processing de toutes ces informations-là. Alors on arrive à une sorte de guerre de l'information. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on peut avoir... Qu'est-ce que ChatGPT fait? Il va chercher sur Internet des informations qu'il compile, qu'il traite et qu'il répondent de manière la plus proche possible à une requête. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est aussi capable, avec des bots, donc des mini-robots, d'aller mettre, et ça s'est fait même dans certaines campagnes présidentielles donc on connaît, d'aller mettre un tas d'informations sur Internet qui sont erronées. Donc, ce qui va se passer, c'est est-ce que à partir d'un certain moment, comment on va pouvoir gérer la qualité de ces informations-là? Si effectivement il y a une machine qui va les chercher, mais il y a d'autres machines qui mettent des mauvaises informations, on a un risque réel d'informations ou de fake news ou de fake data, etc. Et par exemple pour l'information financière. Exactement, et qui peut donner lieu justement à des grosses erreurs et à des pertes de milliards de dollars. Je pense qu'il y a un enjeu beaucoup plus stratégique Et l'Afrique dans tout ça? L'Afrique dans tout ça a
rôle à jouer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est les données de demain, en fait, vont essentiellement venir du continent africain. Pourquoi? Parce qu'en 2035, il y aura 2 milliards d'Africains. Donc, c'est le marché de l'avenir. Donc, c'est le marché où on ira chercher les datas, en fait, parce que ça va être aussi le marché de consommation. Et dans ce contexte-là, il y a un rôle à jouer fondamental pour les Africains, parce que, comme on dit, data is the next gold. Si vous regardez aujourd'hui, même les NFT ou toutes ces, c'est pour avoir Facebook quand vous êtes le produit. Donc, ce qui les intéresse, c'est vos données, parce qu'ils peuvent aller les revendre derrière. Ça va être pareil pour l'industrie pharmaceutique. C'est pareil pour un taux important d'industrie. Et donc, l'Afrique a une opportunité qui va être, en tant qu'être humain, tu as des données. Donc, c'est la force de la démographie. C'est la force démographique qui va pouvoir servir, mais ça va être la capacité aussi de monétiser ces données. Deuxième chose... Donc une chance extraordinaire pour l'Afrique. C'est une chance extraordinaire si l'Afrique apprend à les saisir et à comprendre quels sont les enjeux des données qu'elle met à disposition. Et être capable aussi d'être souverain de ces données-là. Donc ça, et il y a un vrai travail à faire pour les ministres et les gouvernements. Je pense que vous avez vu... Smart Africa, c'est 31 chefs d'État qui ont travaillé sur la création de Smart Africa pour justement le saut numérique du continent. Je les invite vraiment à regarder cette question-là. Et il y a l'autre question aussi, c'est la capacité de computation. Aujourd'hui, si vous regardez, on va dire 80% des data centers sont concentrés entre l'Europe, les États-Unis et la Chine. Donc c'est là que la capacité de computation se fait. Mais dans ce sens-là, je dis que le blockchain, justement, ça va être l'arbitre de toute cette industrie d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, les données, il va falloir être capable de les vérifier. Le blockchain permet ça. Pourquoi? La certification de l'origine, de la validité de l'information. Donc, ce qui va donner lieu derrière à la mise en place, en fait, de l'identité numérique certifiée. Et ça, c'est ce que le blockchain fait aujourd'hui. Et on va avoir, à mon avis, une croissance exponentielle d'un besoin réel de certification de ces données que la technologie blockchain pourra apporter. Mais la question de capacité de computation, c'est aussi là qu'il y a une opportunité pour l'Afrique. La computation, c'est la capacité à traiter l'information. Le traitement de l'information. Donc, c'est la puissance de calcul et de traitement de l'information à travers les algorithmes. On va refermer le tiroir ChatGPT pour cette fois, en tout cas, et on va parler plus spécifiquement de finance et des crypto-monnaies. C'est une question qui préoccupe toutes celles et tous ceux qui ont investi. Est-ce que c'est encore le moment d'investir? Voilà, les cryptos ont connu une crise. Voilà, le marché semble s'assainir. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, c'est une bonne question. Et pour répondre à votre question, je vous en poserai une autre qui serait, revenons en 2000, effondrement de la bulle Internet. Est-ce qu'on se poserait la question en 2000, faut-il investir dans Internet ou pas? Bien sûr qu'il faut investir dans Internet. De la même manière qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut investir dans le blockchain. Et je viens de vous donner l'exemple de pourquoi ça va devenir tellement important dans les années qui viennent. Et au-delà même de ça, ce qu'il est important de comprendre, c'est que, comme toute industrie, il y a, dans sa phase d'enfance, il y a un nettoyage qui se fait. Mais donc, par exemple, la faillite d'une plateforme comme FTX, c'est pas dramatique. C'est une crise de croissance. C'est une crise de croissance typique. Et il ne faut pas confondre aussi la technologie blockchain d'une société de crypto-monnaie ou d'une exchange qui a mal géré et qui n'a pas utilisé la gouvernance nécessaire pour protéger ses clients. La technologie, elle est là pour rester. Maintenant, certains s'en sont servis à mauvais escient. Et c'est pour ça qu'il tombe. Et il est nécessaire qu'il tombe. Parce que ça donne aussi lieu à un élément de réflexion et à mettre en place des garde-fous pour protéger les consommateurs. Une crypto-monnaie, ce n'est pas de la blockchain. Une crypto-monnaie comme Bitcoin, c'est un actif numérique qui est miné, justement, et qui a une valeur qui est imputée par la communauté. D'accord? Donc ça peut monter, ça peut descendre, etc. Maintenant, il y a des exchanges qui sont en charge de faciliter, comme la bourse, ces traitements-là. Et justement, les plateformes, le fait d'avoir des plateformes de marché centralisées, est-ce qu'on ne retrouve pas les mêmes faiblesses que dans la finance traditionnelle? C'est exactement ça le problème. L'espoir du blockchain, c'était de résoudre les problèmes de la finance traditionnelle, notamment des actifs numériques, etc. Mais beaucoup dans l'industrie, ou certains dans l'industrie,
ont utilisé les mauvaises pratiques du secteur financier, d'accord, qui sont des pratiques de mauvaise gouvernance, qui ont finalement fini par leur retomber dessus. Il y a des accusations ou des faits, d'ailleurs, de blanchiment d'argent, y compris... Alors, bon, dans le cadre... Et ça, c'est parce qu'effectivement, il faut bien comprendre que, contrairement à ce qu'on croit, en fait, la traçabilité du blockchain est beaucoup plus puissante que... c'est-à-dire qu'on dit, oui, les crypto-monnaies, ça permet... C'est pour faire de la... Non, justement, parce qu'on peut tracer jusqu'à la source. Et on ne peut pas changer cette information. Aujourd'hui, justement, avec des technologies, ce qu'on appelle de l'audit numérique, on est capable d'aller chercher qui a fait quel wallet, donc quel porte-monnaie électronique, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, c'est justement un mécanisme qui permet d'avoir plus d'assurance que dans le système bancaire, en fait. Mais il peut y avoir des exceptions. Il y a toujours des dérives. Ou des sorties de route. Voilà, exactement. Et ça, c'est difficile de l'empêcher totalement. Voilà. Les crypto-monnaies, quoi qu'il en soit, font leur chemin sur le continent africain. L'exemple le plus commenté a été la Centrafrique, où le président Faustin Archange Touadéra a annoncé, c'était à l'été 2022, la création d'une crypto-monnaie, le Sango. À l'époque, il était plein d'espoir. Notre nation doit pouvoir suivre son destin et se connecter le plus rapidement possible au monde le plus dynamique, le plus moderne, le plus populaire actuellement, le monde des crypto-monnaies. Car nous pensons à la manière dont il changera la vie de nos concitoyens et à la façon dont nous réussirons à créer une économie stable et prospère. La République centrafricaine est assise sur une montagne de ressources, une richesse inestimable, l'or, diamants, métaux rares, des trésors inexploités par manque d'infrastructures. Le Sango Coin sera l'accès direct à nos ressources pour le monde entier. Mamadou Touré, la mise en place du Sango a été plusieurs fois repoussée depuis ce discours du président Touadéra. Est-ce que pour un État fragile comme la République centrafricaine, cette innovation est vraiment judicieuse ? En fait, tout est question de préparation. Vous savez, il y a une expression en anglais qui dit « Luck is when preparation meets opportunity ». Donc la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. L'opportunité est réelle, d'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des technologies qui vraiment permettent de valoriser le sous-sol et d'utiliser des mécanismes de levée de fonds décentralisés qui permettent de les valoriser sans avoir à les exploiter et de créer une vraie trésorerie et une vraie source de financement pour les États. Maintenant, après, effectivement, ça demande de la préparation. Voilà, ça demande... Et ça n'a pas été le cas pour la Centrafrique ? Alors, je n'ai pas été dans les détails des éléments de préparation, mais je pense qu'ils ont travaillé sur une certaine approche et qu'ils sont aussi en train d'amener des éléments de correction. Est-ce que le projet, puisque vous n'avez pas participé directement, mais vous le connaissez, vous avez été en contact avec des gens qui participent au projet, est-ce que ça vous semble sérieux ? Est-ce qu'on peut monter un projet comme ça sans avoir une gouvernance étatique solide ? En fait, justement, c'est intéressant parce que un projet comme ça permet d'être géré sans besoin de gouvernance. Pourquoi ? Et c'est pour ça que c'est une chance pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, tant que je suis capable d'évaluer le sous-sol, et comme je l'ai expliqué, on n'a plus besoin des mécanismes, des anciens mécanismes où il faut faire 10 000 trous dans les sols et que ça coûte 40-50 millions de dollars, ce qui fait que les Africains étaient exclus. Aujourd'hui, avec des drones ou avec des satellites, on est capable d'estimer exactement le volume, la valeur et la nature des ressources souterraines à travers un périmètre. Ça, si on le met sur le blockchain, on ne pourra plus le changer. C'est pas quelqu'un qui va venir dire « Ah non, ça vaut 5, ça vaut 10 ». Non, non, non. C'est sur le blockchain, c'est immutable. Donc derrière, maintenant, on peut émettre une procédure de levée de fonds décentralisée sur la base d'un actif qui a été évalué. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, avec une technologie donc infalsifiable, exactement. On peut faire un certain nombre d'erreurs de gouvernance, comme on l'a vu avec la plateforme FTX. Et donc, il y a bien des décisions qui restent les décisions du gouvernement. Est-ce que quand on a un État, quand on est à la tête d'un État comme la Centrafrique qui connaît un grand nombre de difficultés, qui connaît une instabilité au niveau politique, sécuritaire, est-ce que c'est le moment de se lancer dans ce type d'innovation ? Je crois que oui. Et c'est très simple. C'est justement parce qu'il y a tous ces problèmes-là
qu'il faut désintermédier des dirigeants. D'accord ? Et mettre en place un système autonome d'évaluation des ressources, de levée de fonds traçables et de gestion de ces fonds traçables. C'est ça qui a été le problème de l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Donc, revenons à la question, comme vous parlez tout à l'heure, pourquoi j'étais un des premiers à investir, enfin le premier en fait, à diriger un investissement sur le mobile money. C'est parce que j'avais bien compris qu'il n'y avait pas d'infrastructure, que les banques ne pourront jamais rattraper, etc. Et aujourd'hui, si vous regardez M-Pesa, ça transporte 40% du PIB du Kenya. Et ça, si vous le mettez sur le blockchain, c'est traçable. Voilà, et avec une intervention humaine limitée. Dans le cadre de la Centrafrique, je pense que s'il y a une volonté avec une approche intègre de valorisation de ces ressources-là et de désintermédier justement de ceux qui, entre-temps, se servent dans la marmite, etc., pourquoi pas ? Parce que si on doit attendre de mettre les procédures de gestion au niveau de l'État, c'est peut-être ça qui va retarder le processus. Donc il faut laisser aux États des projets de monnaie numérique, laisser les banques centrales gérer ça et parallèlement lancer des crypto-monnaies. Oui, je crois que c'est incontournable. Enfin, il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, Christine Lagarde... Chacun son job. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chacun son job, effectivement. Voilà. 60 ans après les indépendances, est-ce que finalement, et on revient quelques années, quelques décennies en amont, vous en parliez justement avec le mobile money, oui. Est-ce que c'est pas la véritable indépendance de l'Afrique? Est-ce qu'elle ne va pas venir des smartphones et d'Internet? J'en suis complètement convaincu. C'est pour ça que j'ai choisi les technologies à ma sortie au début de ma carrière. Donc c'est ça l'émancipation du continent? L'émancipation du continent passera par la technologie. Il ne peut se faire que... Il faut bien comprendre une chose, d'accord? Moi, je suis né à Douala. À partir du moment où l'Africain a eu Internet, il entre à pied d'égalité avec le reste de la planète. Il n'a plus besoin de la librairie où vous êtes à 50 000 pour aller, il a 3 bouquins et demi, quoi. Donc on parle d'aujourd'hui d'un accès illimité à l'information qui peut permettre à chacun, depuis leur village, de pouvoir converser, mais aussi apprendre les mêmes choses que quelqu'un qui est assis à Boston, à Harvard. Ça change tout. L'accès à l'information, et comme disait Voltaire, plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres. Donc ça, c'est une première chose. Le mobile money, c'est quoi? C'est aussi l'accès à la capacité de commercer ou de transférer de l'argent sans les lourdeurs administratives. Donc c'est une productivité inouïe. C'est pour ça que Orange a lancé Orange Money, c'est pour ça que MTN lance Momo. C'est parce que l'échange commercial, c'est ça qui permet aussi d'accélérer. Maintenant, le blockchain, qu'est-ce que ça va permettre? Moi, je suis désolé, je viens de la zone CFA. Alors à chaque fois que je viens sur Paris ou que je vais à Londres, mes CFA, personne n'en veut. D'accord? Et si je suis ghanéen, l'année d'après, mon CD ou mon Naira, il vaut la moitié. Ce qui ne fait pas sens quand on voit les ressources sur lesquelles on est assis. C'est-à-dire que le Ghana a perdu, je ne sais pas, le CD a perdu 40% de sa valeur. Donc ça permettra d'avoir une monnaie, monnaie continentale, voire même encore plus internationale. Une monnaie qui vous donne le respect à l'échelle internationale et qui vous permet aussi d'accéder. Pensez à la télémédecine. Aujourd'hui, on est sorti de Covid. On parle de pays où il y a très peu de médecins par habitant. Si moi, avec le mobile money, je pourrais le faire, mais on ne vaudra pas de mon Kenyan shillings. Mais par contre, si j'ai un gift coin qui est backé par l'or, ça permet, sans avoir de carte bleue, je peux avoir accès à la télémédecine. Je peux aussi avoir accès à l'éducation en ligne. Parce que j'ai quelque chose qui est accepté. Mon CFA, on n'en veut pas. Voilà, c'est donc ça permet... Le GiveCoin, c'est la monnaie digitale. La monnaie digitale que vous créez. Tout à fait. Et qui est assise sur des réserves d'or. Voilà, c'est un titre foncier numérique. On va y revenir plus en détail. 100% backé par de l'or. On va revenir plus en détail dans quelques minutes. Mamadou Kouidjim Touré, fondateur de la tribu Ubuntu, on le dit à la française, et le grand invité de l'économie RFI, Jeanne Afrique. On continue de parler encore quelques instants de crypto-monnaie et de blockchain. Ce qui est sûr aussi, c'est que les organismes financiers dits classiques suivent de près ce mouvement et s'en méfient un peu. Écoutez Omar Cissé, c'est le patron d'InTouch, et Marem Baye, directrice régionale de la Société Générale pour l'Afrique centrale et de l'Est.
Selon moi, c'est le sens de l'histoire. On n'arrête pas une mer avec ses bras. On voit beaucoup de discussions autour du sujet, mais c'est parti. C'est parti. Je ne vois pas ce qui arrêterait ça. Par contre, je pense que ça demande une forte régulation autour du sujet. On ne peut pas permettre à ce que tout soit ouvert et que les gens fassent n'importe quoi parce que les risques sont quand même très importants. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout maîtrisé. Tout l'enjeu, c'est de dire comment parler de crypto-monnaie et de régulation, de deux mots qui peuvent sembler contradictoires, mais je pense qu'ils pourraient se retrouver dans nos écosystèmes. Le fait que la crypto-monnaie permette le développement de l'outil technologique, je pense que c'est sans commune mesure. Nous en sommes tous conscients et même nous, banques, nous regardons. Mais le sujet, c'est la réglementation, c'est la régulation. Il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit là parce que, bon, il ne faut pas aussi mettre à risque les déposants. Et puis aussi, il faut une éducation. Donc je pense que vraiment, il y a matière à ce que toutes les parties prenantes s'asseyent autour de la table et regardent risque-reward et puis aussi besoin de nos différents acteurs. Omar Cissé et Marem Bay qui étaient les invités des Codiciers Éco-D'ailleurs il y a quelques semaines. Régulation, 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 ils n'ont que ce mot à la bouche. Mamadou Touré. Ils n'ont pas tort. Donc il faut bien comprendre que c'est pas le Far West, quoi. D'accord, on est dans un environnement où on parle des économies de plusieurs années de personnes qui peuvent être perdues. On parle d'un environnement où on va inviter le secteur bancaire et le secteur financier à participer et les grands investisseurs et les fonds de pension à participer. Sans régulation, ça rend la chose compliquée. Maintenant, il faut aussi comprendre une autre chose, c'est-à-dire que la technologie va toujours beaucoup plus vite que la régulation. L'autre chose, c'est que ça doit être une régulation qui doit être en fait, je ne dirais pas permissive, mais je dirais qui en fait encourage, incitative. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, l'excès de régulation tue l'innovation dans beaucoup de cas ou tue l'esprit d'entreprise. Donc, je pense que l'Afrique a une opportunité. Nous, par exemple, avec y compris Ubuntu, les banques et les banques africaines. Nous, aujourd'hui, avec Ubuntu Tribe, on est allé voir l'un des meilleurs régulateurs au monde et on a eu un accord de principe de licence. Ça nous a pris 1 an, mais ils ont tout. Votre régulateur, il est où? C'est Bermuda Monetary Authority. Donc les Bermudes. Et là, rien à voir avec le paradis fiscal? Non, il faut savoir que les holdings des plus grandes banques et des sociétés d'assurance sont en fait enregistrés aux Bermudes. Voilà, donc les Bermudes, c'est l'équivalent du Luxembourg pour l'hémisphère nord-atlantique. D'accord? Donc, et justement, c'est pour ça qu'ils avaient une telle avance sur le reste du monde, sur les actifs numériques et sur la régulation de ces actifs numériques. Et les grandes crypto-monnaies ou les grands acteurs aujourd'hui recherchent parce que c'est la plus difficile à obtenir. Voilà, avec les Suisses. Maintenant, sur la question de la régulation, moi, je pense que c'est là où les Africains doivent emboîter le pas. Si vous voulez, quand on sait à quelle opportunité cela représente pour le continent, moi, ce qui m'a beaucoup frustré, c'est de voir que la plupart des Africains sont suiveurs. Alors qu'ils peuvent être leaders dans cette industrie en emboîtant le pas. On a de bons avocats, on a de bons régulateurs, et ils attendent un peu trop souvent les instructions qui viennent soit de Washington, soit de Bruxelles ou d'ailleurs. Donc, alors qu'aujourd'hui, pourquoi le mobile money a eu un tel succès? Il faut savoir que les banques se sont fortement opposées et ont justement crié régulation, régulation. Mais c'est parce que ça a d'abord pris. D'accord? Et qu'on a ajusté pendant que ça progressait. Plus personne n'a eu le choix. Voilà. On va pénétrer au cœur du projet Ubuntu. Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Votre société propose des certificats numériques qui permettent d'acheter de petites quantités d'or, avec un argument notamment, en 20 ans, le cours de l'or a grimpé de 500%. Vous proposez donc à des particuliers de boursicoter ou ça va plus loin? Non, ça va beaucoup plus loin. Si vous voulez, aujourd'hui, l'enjeu est très simple. D'accord? Comment protéger l'épargne des particuliers? Si je suis nigérian, si je suis ghanéen, mon épargne en Naira ou en Cedi, le CFA, c'est un peu plus stable, d'accord? Mais bon, il y a eu une dévaluation de 50% en 1994 et on ne sait jamais si dans 6 mois ou dans 2 mois, il y en aura une de 50%, d'accord? Ça veut dire que ton épargne aujourd'hui,
elle peut complètement perdre de sa valeur. Alors que tu es assis sur 50% des réserves d'or au monde et que cet or a pris 500% en 20 ans. Il faudrait être complètement stupide pour ne pas avoir de l'or dans ton téléphone. Donc, c'est un outil d'épargne, première chose. Deuxième chose, l'or est cette ressource qui a toujours eu de la valeur, quelle que soit la géographie, quelle que soit la civilisation dans toute l'histoire de l'humanité. Ça veut dire aujourd'hui que c'est aussi un passeport pour tout Africain d'échanger ou de commercer avec d'autres régions, parce que c'est quelque chose dont tout le monde... La fameuse valeur refuge. Voilà, c'est une valeur refuge. Il faut savoir aussi que le système monétaire international, jusqu'en 1971, où Nixon annonce la décorrélation du dollar sur l'or, était basé sur l'or. Bretton Woods, c'est basé sur l'or. Et je ne serais pas surpris qu'on retourne. Si vous regardez même la Chine aujourd'hui, qui a lancé sa monnaie de banque centrale numérique, c'est adossé à 20% sur l'or. Il faudrait quand même que les Africains ne soient pas stupides. Si tout le monde on est assis dessus. Donc je pense que... Donc c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est verrouillé par les dirigeants politiques, par des entreprises étrangères? Qui verrouille? Les banques qui ont peur de disparaître face aux innovations? Je pense que, déjà, il faut bien comprendre. Je vais prendre la question la plus simple, les banques. Après, aujourd'hui, il faut savoir que Basel III a qualifié l'or comme équivalent cash dans les réserves de banque. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu autant d'agrégation d'or. Ce sont les règles prudentielles des banques. Mais ça veut dire que c'est un saut qualitatif extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une acceptance que l'or, aujourd'hui, ça a une valeur dans vos comptes en tant que banque de cash. Donc, il faut aussi savoir que depuis les 10 dernières années, les banques centrales n'ont pas accumulé autant d'or. C'est-à-dire qu'elles ont accumulé une quantité d'or incroyable. Et vous voyez aujourd'hui la bipolarité vers laquelle le monde s'oriente, d'accord, avec les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et bientôt Arabie Saoudite et Afrique du Sud. Où, quand Poutine dit, écoutez, moi, mon pétrole, vous allez le payer soit en bitcoin, soit en or. Quand vous voyez la Russie et l'Iran annoncer un stablecoin adossé sur l'or, quand vous voyez la razzia que les Chinois font sur l'Afrique pour avoir de l'or, quand vous voyez aussi le Moyen-Orient aujourd'hui qui se... Enfin, bon, ce serait dommage qu'on n'ait pas pris nos précautions. Alors là, on parlait des individus, des particuliers ou des entreprises, oui. Mais vous l'avez abordé tout à l'heure, il y a les États aussi. Et les États aussi, ils pourraient tirer parti de la blockchain, des certificats numériques. Oui, tout à fait. Alors, il faut bien comprendre que pour un État... Alors, la blockchain, ce que ça peut apporter à l'État, déjà, c'est l'identité numérique. Ça, c'est assez énorme. Deuxième chose, c'est qu'un système qui est orienté sur la blockchain, où les transactions se font pour la blockchain, permet une plus grande traçabilité, mais aussi pour le percepteur, de potentielles ressources additionnelles. C'est-à-dire que aller, je sais pas moi, à Douala ou à Konsamba ou à Yamoussoukro récupérer la TVA aujourd'hui, bonne chance. Oui, donc c'est aussi une possibilité pour pouvoir créer des moyens de créer plus de ressources fiscales avec plus de transparence. Et plus de traçabilité. Et plus de traçabilité aussi. Vous êtes capable de sourcer d'où vient l'or précisément? Oui, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, en tant que Ubuntu Tribe, c'est ce qui nous différencie de tous les autres. C'est-à-dire que nous, c'est pas une crypto-monnaie en tant que telle. C'est un actif numérique adossé sur une ressource. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous achetez à partir de 5 cents le gift, qui est notre monnaie digitale, depuis votre téléphone. D'accord? Et à partir de là, l'or peut prendre ou ne pas prendre de la valeur, mais vous pouvez aussi envoyer cet or à n'importe qui ou payer ou échanger contre une valeur cet or-là. Donc ça a une valeur. Mais ce qu'on a fait derrière, c'est toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on utilise le blockchain pour tracer l'or de la mine jusqu'au vault. Et ça, c'est très important. Donc, on sait où il est, on peut le géolocaliser, etc. Et on a aussi des technologies qui permettent... Parce qu'on est... J'ai quand même passé pas mal de temps sur le continent à aller visiter ces mines. Il y a un problème avec le cyanure et le mercure.
dans l'extraction. Donc on a aussi une technologie qui permet d'extraire sans mercure, sans cyanure et augmenter le rendement. Donc il y a une grande traçabilité et c'est aussi une demande que le marché international de l'or est en train de mettre. On veut plus, on veut de l'or responsable, on veut de l'or, etc. Et ça, on a travaillé. Et c'est très important pour les États aussi. Donc au niveau environnemental, au niveau traçabilité, d'où vient cet or? On a même un spray, un nanospray qui permet, avec une identité numérique, même quand on a raffiné l'or, de savoir que cet or vient de telle mine, tel endroit, telle région. Mamadou Touré est l'invité d'Ecodici, Ecodailleurs, et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Vous avez installé votre groupe à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis. Ça ne doit rien au hasard. On va en parler avec notre correspondant. Bonjour Nicolas Kérodran. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Dubaï est devenu pour les entreprises du monde entier une sorte de tremplin vers l'Afrique. Oui, comme vous le dites, de nombreux grands groupes internationaux installent leur bureau régional ici à Dubaï pour conduire leur activité sur le continent africain. Alors, cette attractivité de l'Émirat, elle s'explique de différentes manières. Dubaï, c'est d'abord un hub commercial avec une position géographique assez centrale, surtout si l'objectif est de se rapprocher des pays africains. Dubaï, c'est aussi un lieu où le climat des affaires est bon, sans parler de sa stabilité politique, mais aussi économique. Et puis, il y a aussi des avantages, disons, plus pratiques, notamment en termes d'infrastructures de transport. Là, je pense notamment au port de Jebel Ali, qui est le 9e port le plus fréquenté au monde. Il y a aussi l'aéroport international de Dubaï, qui est l'un des premiers au monde en nombre de passagers internationaux. Et puis, il faut aussi parler de la compagnie aérienne Emirates, qui relie Dubaï à de nombreuses capitales, dont 22 en Afrique. Nicolas Kérodran, cet attrait pour Dubaï, est-ce qu'il se vérifie également pour les entreprises africaines ? Oui, il y a d'ailleurs près de 30 000 entreprises africaines enregistrées dans l'Émirat auprès de la Chambre de commerce de Dubaï. Beaucoup sont des entreprises d'import-export, par exemple, mais on voit aussi de plus en plus d'entrepreneurs africains dans la finance ou dans les technologies qui viennent s'installer ici pour les raisons qu'on vient d'ailleurs d'évoquer. Et il faut aussi noter qu'en parallèle, Dubaï investit aussi beaucoup sur le continent africain. Prenons pour exemple le cas de la société dubaïote DP World. Cette société, c'est celle qui gère le port de Jebel Ali. Eh bien, cette société, au cours de la dernière décennie, elle a investi près de 2 milliards de dollars en Afrique et elle prévoit de quasiment doubler cette somme dans les années à venir. Merci Nicolas. Mamadou Touré, beaucoup de multinationales qui travaillent en Afrique ont donc installé des bureaux à Dubaï. Il y a beaucoup d'investissements africains, beaucoup de flux financiers. Est-ce que ça ne pose pas quand même une question de souveraineté ? De souveraineté par rapport aux États africains, vous voulez dire, ou aux investisseurs, tout simplement, investisseurs. D'investir leur argent dans un pays en fait, qui a ses propres intérêts aussi. Oui, tout à fait, mais c'est aussi un pays qui a structuré toute son économie pour attirer ces investisseurs-là et qui a mis des conditions qui rendent non seulement le mouvement des hommes, le mouvement des marchandises et le mouvement des capitaux beaucoup plus simple. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de zones franches à Dubaï. C'est-à-dire que nous, par exemple, on est enregistré donc, dans une zone franche internationale qui n'est pas soumise au droit local émirati. Donc, et ça attire beaucoup de gens. Moi, une autre raison, c'est-à-dire que le trading d'or en grande quantité passe par Dubaï. Donc pour nous, en tant qu'Ubuntu Tribe, ça faisait sens. Et dernier point, c'est beaucoup plus simple pour moi de voyager en Afrique depuis Dubaï que de voyager en Afrique depuis l'Afrique. Ça me fait mal, je ne veux pas vous mentir, mais c'est une réalité. Quand on voit le problème des compagnies aériennes aujourd'hui, de Dubaï, comme il l'a dit lui-même, je suis en vol direct sur 22 capitales. Si je suis à Abidjan, ou si je suis à Douala ou à Dakar, bon, il faut 2-3 arrêts avec les omnibus et puis peut-être d'ici 3 jours, j'arriverai chez moi ou j'arriverai voir mon client ou mon partenaire. Donc, il y a aussi un travail d'infrastructure que le continent se doit de faire. Il y a eu des tentatives. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là où Dubaï s'est donné les moyens d'accueillir les investisseurs et les entrepreneurs africains, l'Europe a commencé à fermer ses portes. Entre les visas, les contrôles, ça rend les choses compliquées. Je n'ai peut-être pas ce problème-là parce qu'effectivement, j'ai grandi ici, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Donc, et ça, c'est toujours ce qu'on appelle la compétitivité internationale. Message aux Européens de Mamadou Kouidjim Touré, Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Oui, Mamadou, on l'a dit, il y a beaucoup d'investisseurs africains aussi qui mettent de l'argent
à Dubaï. Est-ce que le fait que ces riches Africains investissent une partie non négligeable de leur fortune ailleurs que sur le continent, dans le Golfe, mais dans les paradis fiscaux, dans les capitales occidentales, n'alimente pas le fantasme d'un continent dangereux pour les investisseurs ou réservé aux aventuriers? C'est dur de dire non à cette question. Mais ce que je peux vous dire, Donc c'est que... oui. Non, j'ai pas fini. Donc c'est dur de dire non parce qu'il y a du vrai, effectivement. D'accord? Donc si les Africains eux-mêmes n'investissent pas chez eux, c'est pas les autres qui vont venir. Mais ce à quoi je veux vous répondre, c'est qu'avant, il était à Paris, cet argent, ils le mettaient à Paris, à Londres, à Genève ou à Zurich. Maintenant, peut-être qu'ils le mettent à Dubaï. Ils ont peut-être changé de destination. Mais c'est aussi pour ça que je fais tout ça. C'est pour rappeler aux Africains qu'en fait, on a des ressources, on peut les utiliser, on peut créer de la richesse et une richesse partagée. Mais il y a une responsabilité des élites africaines là, à dire et à faire savoir que elles aussi, elles parient sur le développement du continent, elles y mettent leur argent, elles y croient. Alors il y a deux types d'élites africaines dans ce contexte. Il y a une élite entrepreneuriale et puis il y a une autre élite. Et l'autre élite? L'autre élite est peut-être moins consciente que l'élite entrepreneuriale. Donc les politiques. Je n'ai rien dit. Mamadou Koudim Touré, vous étiez à Davos Oui, cette année. tout à fait. Il y a beaucoup d'initiatives africaines qui se sont fait voir, l'Africa House notamment. Je veux juste revenir sur cette question. Rapidement, s'il vous plaît. Après, je reviendrai sur l'Africa House. Mais il y a aussi la question de la fuite des capitaux. Il ne faut pas oublier que, que l'argent qui vient en Afrique des multinationales ressort 3 fois plus avec une fuite des capitaux, une évasion des taxes, etc., qu'il faut que l'Afrique reste pauvre. Donc, c'est une responsabilité partagée. Ça n'exonère pas les Ça Africains, n'exonère pas les Africains de prendre leurs responsabilités, je n'en disconviens pas. Mais il faut savoir qu'il y a toute une nouvelle génération, qui je pense est la mienne aujourd'hui et celle qui vient, qui croit en ce continent, qui le fait malgré tout avec des difficultés qui sont parfois compliquées pour entreprendre. Après, ils vont mettre ça sur le dos des dirigeants. D'accord? Mais les dirigeants, après, ils vont mettre ça sur le dos des anciens colonisateurs, si vous voulez. C'est chacun se renvoie la balle. Donc, moi, je veux plus rentrer dans ce jeu-là. Il faut juste qu'on fasse... Il faut avancer. Il faut avancer. Et pas forcément sur le sol africain. Voilà, avec la preuve, non, j'y passe 60% de mon temps sur l'Afrique. Maintenant, Ubuntu, c'est pas juste une boîte africaine, il faut bien le comprendre. Nous, on n'a pas l'ambition juste de devenir le leader au Cameroun. Non, c'est le futur, c'est un unicorne à venir à l'échelle mondiale. Je ne fais pas ça juste pour... voilà. Et pourquoi? Parce que c'est de la haute technologie. D'accord, on peut rivaliser et on rivalise aujourd'hui avec les meilleurs en Silicon Valley. On les voit tout le temps. Ils sont en train de vouloir même investir chez nous. Donc oui, c'est-à-dire c'est l'enfant du pays, mais qui a une ambition globale parce qu'il y a un problème global monétaire. Faire avancer aussi l'Afrique au Forum économique mondial de Davos. Tout à fait. C'est ce qu'on a fait il y a quelques semaines. Donc on a lancé le Africa House. Donc je suis jeune global, young global leader, donc jeune leader mondial sélectionné par le World Economic Forum. Et puis on a avec justement Kojo Annan qui est mon cofondateur et Nima Elmi et Landry Signé. Donc on s'est dit, ça fait des années qu'on vient à Davos, mais en fait la place de l'Afrique n'est pas ce qu'elle devrait être. Première chose. Deuxième chose, les sujets discutés quand il s'agit de l'Afrique servent souvent pas forcément à l'intérêt de l'Afrique. Troisième chose, où est-ce que les Africains se rencontrent et où est-ce que ceux qui veulent engager, échanger, travailler avec les leaders africains se voient. Donc on s'est dit, on va faire une Africa House. Il faut savoir qu'il y a eu une India House, il y a eu une Indonesia House, il n'y a jamais eu depuis 50 ans. Donc pour moi, c'était juste nécessaire. Et c'est pour ça que je vous parle de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont, qui se sont décomplexés, qui croient en ce continent et qui se donnent les moyens. Alors, l'une de vos compatriotes était aussi à Davos, l'économiste Vera Songwe. Vera, oui. Mais non seulement c'est une compatriote, mais c'est aussi une amie. Vera était impliquée justement dans Africa 2.0. Il faut savoir qu'Africa 2.0, beaucoup sont d'ailleurs soit conseillers au niveau gouvernemental ou ailleurs. Donc, on a tenu notre promesse d'engagement pour l'Afrique 10 ans plus tard. Vera Songwe, ancienne secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Écoutez ce qu'elle disait lors d'un débat à Davos.
Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour mieux commercer les uns avec les autres, mais aussi pour attirer des investissements directs étrangers, parce que nous avons besoin des ressources de l'extérieur. Le lithium nécessaire pour une usine de fabrication automobile au Maroc a besoin du manganèse d'Afrique centrale. Nous devons nous pencher là-dessus. C'est la puissance du continent. Nous sommes tous africains et si nous travaillons ensemble, nous obtiendrons des résultats étonnants. Le commerce a permis de sortir de la pauvreté des générations entières partout dans le monde. Ce sera pareil pour nous. Il ne s'agit pas seulement de créer une chaîne d'approvisionnement, mais aussi de créer de la valeur. Et je pense que l'Afrique a le potentiel pour le faire d'une manière durable. Vous êtes d'accord avec Vera Sangoué, Mamadou Touré, le potentiel est là, encore faut-il travailler ensemble. En fait, je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faut bien comprendre que ce discours-là, c'est un discours qu'on a préparé ensemble avec Vera et toute cette génération de jeunes leaders il y a 12 ans aujourd'hui, dans le cadre de la création d'Africa 2.0. On a mis en place un manifesto de 120 pages avec toutes les recommandations et une proposition de vision pour l'Afrique. Vera était impliquée, Achaleke aussi, mon autre compatriote, était impliqué. On a pris le président de McKinsey. Voilà, et on s'est tous rassemblés, cette génération de jeunes leaders, donc en Afrique et dans la diaspora, pour proposer une vision pour l'Afrique. Et tous les points dont elle parle, ça fait effectivement une décennie qu'on travaille dessus et je suis heureux qu'elle l'apporte au grand jour. Et il faut savoir que cette vision même qu'on a préparée, sur laquelle on a travaillé, après l'avoir formulée, on est justement allé au Forum économique mondial dont elle parle de ce sujet pour la présenter aux leaders mondiaux et on a continué derrière à l'Union africaine en tant que think tank that does things, pour le présenter aux leaders du continent. 3 ans plus tard, 47 chefs d'État ont ratifié une vision pour l'Afrique dont les composantes étaient largement inspirées de ce manifesto. L'agenda 2063. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, l'agenda qui fixe des grands caps de développement pour le continent, oui. Est-ce qu'aujourd'hui les Africains peuvent être fiers de l'Union africaine ? Est-ce que l'institution remplit son rôle ? Est-ce qu'elle est là où on l'attend ? Je dirais qu'elle remplit son rôle du mieux qu'elle peut avec les moyens dont elle dispose. Maintenant, est-ce qu'elle peut faire mieux ? Certainement. Je pense que... Et c'est toujours... Comme moi-même, je viens d'une grosse méga structure, il y a toujours un souci d'agilité. C'est-à-dire qu'à vouloir... On parlait de régulation tout à l'heure. À vouloir mettre trop de règles, on finit par sombrer dans de l'immobilisme, etc. Sur l'un des projets majeurs, la ZLECAf, par exemple, cette zone de libre-échange, ça vous fait rêver, vous, en tant que financier ? Oui, bien sûr. Mm-hmm. Oui, et bon, ça va pas assez vite ? Non, mais il faut bien comprendre que que personne ne l'a fait aujourd'hui dans le monde. Hein. On parle de la plus grande zone d'échange économique sur le continent. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort. Et donc, le président est venu justement à Africa House pour en parler. On parle d'une zone de libre-échange de 1,4 milliard d'habitants, 50 et quelques pays, ou 48, 49, je ne sais plus. Et aussi, dans cette zone, il y a toutes ces ressources et il y a le capital humain qui va alimenter la planète sur les 20, 25, 30 prochaines années. On a réussi. Voilà. Et donc, c'est effectivement, c'est un des succès et je sais que Vera a travaillé aussi de très près là-dessus. Et dans ce contexte-là, il y a eu des réussites. Il faut aussi savoir que les zones monétaires, c'est aussi des réussites poussées aussi par l'Union africaine. Les zones même de libre-échange entre COMESA, l'UMOA... L'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest. Exactement, voilà. Donc, et pour l'Afrique de l'Est aussi, c'est des choses où même le continent a emboîté le pas bien avant les autres régions. Donc, il y a eu des succès. Je pense qu'il ne faut pas... Maintenant, je pense que si l'Afrique... et la gestion des crises politiques ? Là, on parle de projets économiques. La gestion des crises politiques, en fait, bon, déjà, il faut savoir qu'il y en a beaucoup moins qu'il y a 30 ans. Donc, on a fait un progrès considérable sur cette question-là. Je pense que les crises politiques ne sont pas juste des phénomènes africains, il y en a partout dans le monde. Et je pense que les crises politiques en Afrique ne sont pas juste le fait des Africains eux-mêmes. Ne nous cachons pas derrière le petit doigt, d'accord ? Si on regarde le Mali, si on regarde d'autres zones, il n'y a pas que les Africains dans l'histoire. Hein ? Donc, si on regarde... disons que... Et je pense que on est entré... C'est intéressant à regarder.
on est entré dans un moment de l'histoire où l'Afrique n'a jamais suscité autant d'intérêt pour le reste du monde, avec tous les problèmes que cela implique. Mais on rentre aussi dans un moment de l'histoire, sur les 20 dernières années, où on a beaucoup moins de crises politiques qu'avant, alors qu'on était moins intéressant avant. Donc, quelque part, il y a une vraie maturation de ce continent. Et je pense que ça vient aussi avec cette génération. Et quand on parle, moi je vois le général des corps d'armée, Bruno Clément Bollet, qui dit, bon, ben, l'Afrique aux Africains, l'Afrique est mûre maintenant, et il faut que les Africains se développent d'eux-mêmes sans les interventions étatiques de la France ou de la Russie, etc. Donc on parle quand même de sujets qui montrent une maturation et une préparation aujourd'hui du continent. Maintenant, il y a d'autres endroits où le leadership n'a pas forcément évolué, mais le peuple a évolué. On parle de leadership, je voulais revenir sur la ZLECAf. La ZLECAf, c'est le projet qui a été porté par Paul Kagame quand il était président de l'Union africaine. C'est un président qui fascine un grand nombre d'Africains. Est-ce que vous aussi, il vous fascine ? Bon, il faut quand même lui donner le succès de ce qu'il a fait du Rwanda. Je pense qu'en 30 ans, il a transformé ce pays en un exemple, non pas juste pour l'Afrique, pour le reste de la planète, sortir d'un traumatisme tel qu'il était pour en faire une nation le génocide, ouais. Voilà, sortir du génocide pour en faire une nation qui rayonne, qui est organisée, qui est structurée et qui se développe avec les moyens dont elle dispose, mais qui finit par quand même attirer l'intérêt par le positionnement qu'ils ont. Donc, il y a cette logique, en fait, et c'est là où c'est intéressant à voir, hein, cette comparaison un peu avec Lee Kuan Yew à Singapour. Donc, un peu, on parle de Lee Kuan Yew, on va dire, voilà, une certaine durabilité, mais avec une vision. C'est-à-dire 2, 3, 4 mandats, ça, c'est pas grave, plus. ça. Alors, c'est ça qui m'amuse, en fait. Combien de mandats elle a fait Angela Merkel ? Elle en a fait 4. On a fait 4, oui. D'accord. Combien de mandats il a fait Helmut Kohl ? Probablement 4 ou 3 aussi. C'est pas une question africaine, la durée des mandats. Donc ça, c'est pas une question de démocratie. Non. Et en fait, en France, ça a été réformé. En France, ça a été réformé. Avec la Ve République qui était à 7 ans, on est passé à 5. On verra pour la suite. Mais 2 mandats. Voilà, donc 2 mandats. D'accord. Bon, maintenant, moi, je pense que... Je parlais de la durée, mais... Je sais pas, enfin, la démocratie, est-ce que c'est une réalité africaine ? Je ne sais pas. Par contre, la liberté est une réalité fondamentale de tout individu. Et il ne faut pas confondre les choses. Donc, on a tendance à dire, ah oui, bon, c'est vrai que moi je suis Camerounais, donc bon, je ne vais même pas m'exprimer sur la question du Cameroun, mais il y a des cas où ça marche mieux que d'autres. Maintenant, c'est la question, est-ce qu'on a un leader qui est visionnaire ? Est-ce qu'il y a une transformation du pays ? Est-ce que, voilà, après, effectivement, il y a la question, tant que les libertés fondamentales de chaque citoyen sont respectées et que le pays avance, la question des mandats ne se pose pas. Une question justement sur le Cameroun. Oui, et sur la liberté d'expression. Vous l'avez répété, vous l'avez dit, vous êtes Camerounais. Et dans votre pays, et bien au-delà, d'ailleurs, l'assassinat du journaliste Martinez Zogo a provoqué une véritable onde de choc. Aujourd'hui, Paul Biya s'en émeut également, et le pouvoir a fait procéder à des arrestations, dont celle de l'influent homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Bellinga. La pression est également sur le ministre de la Justice, Laurent Esso. Est-ce que ça veut dire que l'impunité n'existe plus ? Sélective. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire Zogo ? C'est une bavure qui révèle les failles du système. Parlez d'une bavure. C'est le langage qu'on va prendre pour être politiquement correct. Maintenant... Est-ce que vous avez l'impression, là, ça fait tellement de bruit au Cameroun, vous avez l'impression que ça peut être un facteur de changement, cette affaire-là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, le Cameroun, bon, le peu que j'en sais, hein, c'est un pays qui est passé par beaucoup d'épreuves entre les villes mortes, entre des élections... Donc la crise anglophone. La crise anglophone, etc. C'est un pays qui est fascinant par sa complexité, par son potentiel. La seule chose que j'ai à dire, c'est comme on disait de la Chine, quand la Chine se réveillera, je pense que quand le Cameroun se réveillera, on va assister à quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un lion endormi. C'est un lion endormi, on va dire, ou sous perfusion. Je m'arrêterai là. Mamadou Touré, vous avez des modèles
des personnes, des personnalités qui vous inspirent particulièrement au-delà du monde politique ou des mondes économiques? Non, bien sûr. Enfin, vous savez, moi, mon réveil africain a démarré avec la lecture de Cheikh Anta Diop. Donc, Civilisation ou barbarie, Nation nègre, culture, où j'ai réalisé qu'en fait, tout ce qu'on m'a raconté au lycée, au collège, etc., avec nos ancêtres les Gaulois ou je sais pas quoi, c'était pas le cas de l'Afrique. Que l'Afrique, en fait, avait apporté énormément de choses à la civilisation universelle. Par exemple, le mot mathématique, ça vient de mat, qui est d'ancienne Égypte, qui veut dire équilibre. Et c'est les Maures qui l'ont amené avec l'Espagne. L'alchimie, ça vient de Kem. Donc Kem, Kemet, l'ancienne Égypte, etc. Donc ça a été mon premier réveil. Comprendre en fait qu'on a une grande influence sur la civilisation universelle qui a été effacée de nos mémoires en tant qu'Africains et qu'il faut se réapproprier avant toute chose. Parce que tant qu'on n'est pas conscience de qui on est, on ne sait pas où on va. Donc ça a été mon premier grand modèle, on va dire. Après, effectivement, je suivais de près pendant l'adolescence les États-Unis avec Martin Luther King, etc. Nelson Mandela. Après, effectivement, Gandhi aussi a été une grande inspiration, très grande. Et effectivement, plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Nelson Mandela qui m'ont éclairé énormément, mais aussi des hommes politiques comme président Obasanjo, qui m'ont enseigné le pragmatisme et aussi de faire comprendre les difficultés qui sont consubstantielles au fait de diriger un pays africain. Parce que j'avais toujours un peu cette approche très critique, mais les réalités sont différentes de l'autre côté. Après, dans le sport, il y en a eu d'autres. Alors justement, Mamadou Kouedjim Touré, dans l'un de vos messages sur les réseaux sociaux, vous avez cité l'ancien basketteur et businessman d'ailleurs aussi, Michael Jordan. I've missed more than 9,000 shots in my career. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. I've lost almost 300 games. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 times I've been 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir gagnant et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. That is why I succeed. Faut rater pour réussir, Mamadou Touré. Pour réussir, il faut rater. Pour réussir, il faut rater. Et puis bon, c'est le chemin par lequel moi-même je suis passé. Et ce mot de savoir le meilleur joueur de basket de l'histoire, capable de dire, voilà, j'ai raté, je sais pas, j'ai perdu 300 matchs, j'ai raté 26 000 shoots, etc. C'est super important. Ça veut dire que même le meilleur au monde a échoué tellement de fois. Donc on n'a pas à se restreindre par peur de l'échec. Pourquoi? Parce qu'on vient d'un environnement scolaire qui rejette l'échec et qui justement a créé une génération d'élite qui travaille dans une logique on va dire, de conservatisme ou de peur de l'échec ou de peur du risque qui fait qu'on finit par rester dans de l'immobilisme. Alors qu'aujourd'hui, c'est pour rappeler aux gens, il faut essayer, il faut aller au bout de ses idées et apprendre. Parce qu'en fait, l'échec, c'est quoi? C'est une opportunité d'apprentissage pour devenir meilleur. Puisqu'on parle de basket, vous le pratiquez, hein, d'ailleurs. Oui, je joue au basket, au foot, ouais. Le meilleur joueur du monde, après LeBron James, peut-être. Je pense que Michael est meilleur. Mais bon, qui bat un record de points. Est-ce que le futur meilleur sera camerounais, Joel Embiid? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Devenu français. Devenu français, oui. Lui, on a fait le choix un peu inverse. Moi, j'ai choisi le Cameroun. Il a pris la nationalité française. J'ai préféré. Mais bon, après, il a vu aussi ses propres choix d'opportunités. Mais pourquoi pas? Et il est très fort. Et je pense que c'est aussi c'est encore le message du potentiel dont regorge l'Afrique. D'accord? Maintenant, NBA Africa s'est installé, donc je travaille avec eux, on fait beaucoup de choses, parce que si vous regardez les joueurs américains, ils viennent d'Afrique. Maintenant, vous regardez même la finale de la Coupe du Monde, cette photo là où on voit tout. Oui, il y a un potentiel africain réel qui est en train de se démontrer par plusieurs manières, et il faut donner cette opportunité de croire, de rêver. C'est ce qui manque. Parce qu'effectivement, il y a une tendance à la résignation quand on vit ou on est né dans des conditions difficiles. Mais un Joel Embiid donne tellement d'espoir au continent. Est-ce que c'est possible?
Le basket, le sport, source d'espoir pour tout un continent. Voir grand et viser juste. Merci Mamadou Kouidim Touré. Merci à vous. Merci d'avoir été notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique à retrouver en vidéo sur les chaînes YouTube de RFI et de Jeune Afrique. Merci à vous Julien Clémenceau. Merci Bruno. Cet entretien, les meilleurs passages à lire dans les colonnes de votre journal. Merci à Guillaume Munier, notre réalisateur. Merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée, bonne soirée. Portez-vous bien.